Vous savez, être professeur, ce n'est pas le monopole du savoir. Au Congo, on croit que être professeur, c'est être celui qui possède le monopole. Encore faudra-t-il dire aussi que... Une excellence, une élite. Mais l'élite, parmi les élites, il n'y a pas que de... Être professeur est un métier comme le journalisme. Mais au Congo, quand on parle de professeur, on Congo, fait référence à une élite. Non, au Congo, parce que nous sommes dans un état où on éblouit. Et dans l'éblouissement, et souvent, ceux qui veulent éblouir ne sont pas nécessairement ce qu'ils pensent être. Parce que quand on est beaucoup plus humble. Mm-hmm. Bon. Quand vous prenez des pays du savoir, comme la France, ça c'est le pays du savoir. Vous avez beaucoup de professeurs, mais que l'on n'appelle pas professeurs. Okay? Quand vous prenez la Cour constitutionnelle elle-même, celui qui a révolutionné la Cour constitutionnelle, M. Badinter, Robert Badinter, jamais on a dit professeur Robert Badinter. Alors, vous comprenez, c'est ça un peu qui embête, et c'est ça qui m'amène à combattre certaines lumières qui n'éclairent pas au Congo, et où on s'est autoproclamé comme ça. Et on commence à dire, moi j'ai dit, je suis professeur. Non, ça ce sont des arguments d'autorité. Encore faudra-t-il dire que sous d'autres cieux, le fait d'être docteur n'entraîne pas qu'on devienne professeur. Mais on ne va pas aller dans... Bon, là n'est pas le débat. Oui. Non, je tiens à le dire, parce que il n'est pas indiqué que l'on soit devant un juge. Heureusement, nous saluons la fermeté de monsieur le président Kamoleta, qui a pu rappeler à l'ordre les professeurs qui s'étaient trompés d'adresse. Quand on est à la barre, on est à la barre comme avocat et non pas comme professeur. Et puis, quand on dit ce que nous disons à nos étudiants, alors vous ne devez pas dire à vos étudiants les bêtises. Et vous venez le dire à la barre devant le monde entier, caméra braquée, vous dites des choses qui ne sont pas scientifiquement fondées en disant voilà ce que nous disons à nos étudiants. Et que nos étudiants ne savent plus où donner leur nez. Alors, ce qu'ils disent, pas seulement, moi je n'ai pas à commenter les propos des avocats de Matata qui sont mes confrères. Non, ça c'est leur ligne de défense. Mais moi je commente les propos des professeurs qui ne reposent pas sur aucun fondement scientifique. Prouvez-le alors, maître Moubiaï. Vous prenez l'article 100, il s'appuie sur l'article 168 de la Constitution. Que dit cet article 168? Pour résumer, sinon, je peux vous donner les livres vous-même. Je vous donne la Constitution qui est là. Voilà. L'article 168 dit ceci. Les arrêts de la Cour ne sont susceptibles d'aucun recours. Et puis, on leur attache ce qu'on appelle l'autorité de la chose jugée. C'est ce que l'on dit, sont opposables à tout le monde. Ce qui s'est passé pour M. Matata et que M. Matata est poursuivi pour avoir détourné l'argent de l'État. Infraction grave, parce que l'argent de l'État, c'est l'argent du contribuable. Et on ne s'amuse pas avec l'argent de l'État. Donc on doit apprendre aux gens la culture du respect de la chose publique. Surtout quand on est politicien et que l'on aspire à diriger le pays. Quand on parle du droit pénal, c'est un cours de la deuxième année des débutants. Et quand ils passent à la télévision, ils vous disent qu'ils sont professeurs, ils vous disent droit pénal constitutionnel. Non, il n'y a pas au Congo un droit pénal constitutionnel. Il y a une tendance de constitutionnalisation du droit pénal, mais tendance, le droit pénal reste le droit pénal. C'est un cours de deuxième. Ce n'est pas parce qu'on est devant la Cour constitutionnelle qu'on dit qu'on a maintenant un droit pénal constitutionnel. Bon, encore faudra-t-il dire que les infractions poursuivies, ce sont des infractions du droit commun. On va y revenir. J'étais en train de démontrer que l'intérêt qui est attaché, la protection de la chose publique. C'est pour ça en France, quand vous êtes condamné pour le détournement, malgré l'appel, vous êtes automatiquement inéligible. Nous ne pouvons pas voir les présumés voleurs nous diriger, les voleurs qui nous dirigent. C'est ça la faillite des pays. Vous avez maintenant un ancien Premier ministre qui est poursuivi. Il n'est pas jugé, il peut aussi être innocent. La présomption d'innocence est garantie par... C'est pour ça que je parle de présumé. Vous m'écoutez ou... Vous avez dit c'est voleurs qui nous dirigent. Les présumés voleurs qui nous dirigent. OK? Alors, maître Moubiaï. Maintenant, en France, avec la loi Sapin, quand vous avez été condamné pour détournement des deniers publics, vous êtes automatiquement, c'est une peine automatique. Donc, automatiquement, vous devenez inéligible. Ça veut dire que vous ne pouvez pas prétendre à être candidat.
C'est comme Marine Le Pen, vous ne la verrez pas en 2025. En France, nous, avocats, nous déconseillons aux justiciables de relever l'appel quand il n'y a aucune chance de pouvoir gagner le procès. Ça veut dire voir que les juges d'appel puissent revenir sur la décision. Et cela, si vous vous entêtez, on vous le fait payer. Parce que au degré d'appel, il y a risque d'aggravation de la peine. Et la pratique est que quand vous venez en appel de manière complaisante, alors que les faits ont été établis, que les juges du premier degré ont dit le droit, et que vous vous entêtez à venir en appel, en France, vous risquez l'aggravation de votre situation. Bon, maintenant vous me dites, Marine Le Pen est à moins en appel. L'appel est suspensif. Ça voudrait dire quand vous êtes condamné et que vous relevez appel, on n'exécute pas la décision. Elle est suspendue. Elle est suspendue. Mais concernant les détournements, vous voyez comment le législateur a protégé les deniers publics. Ça veut dire l'argent du contribuable. Même si vous allez en appel, au moins vous demeurez inéligible. Ça, c'est d'application automatique. Donc l'appel n'a pas d'incidence sur la condamnation d'inéligibilité. Et donc c'est automatique. Quand on prononce les détournements, on prononce automatiquement l'inéligibilité. Et au degré d'appel, souvent, on n'a pas de chance d'aller gagner au degré d'appel. Revenons chez nous. L'article 168 dit quoi? Que le problème qui se pose chez nous est que l'on considère que Monsieur le Prévenu Matata serait en train d'être jugé 2 fois en violation du principe de ce que l'on appelle non bis in idem. On ne peut pas et revenir sur la même chose 2 fois. Or, ce principe-là, on ne doit pas les décliner comme les perroquets. Ce principe est assorti de conditions. Une personne ne peut pas être jugée 2 fois pour la même chose. Cela veut dire, quant au fond, ça voudrait dire si vous avez été acquitté pour vol, si le Prévenu Matata avait été acquitté par les juges qui avaient connu l'affaire, donc la Cour constitutionnelle en la personne de l'arrêt dit Kalouba, s'il avait été acquitté, à ce moment-là, on ne peut pas revenir sur cette décision, qui est une décision de fond. Le fond de l'affaire, ça voudrait dire, les juges ont à répondre à une question de savoir, M. Matata a-t-il détourné ou pas? Jusque-là, cette question n'a jamais été abordée. La question qui a été abordée, c'était celle de la compétence d'un ancien Premier ministre. L'article 163, combiné avec l'article 164 de la Constitution, vous commencez à l'article 163 de la Constitution, peut-être vous pouvez le lire, la Cour constitutionnelle est juge du chef de l'État et du Premier ministre. Voilà. Dans les cas et conditions prévus par la Constitution. Voilà, très bien. La Cour constitutionnelle, j'avais déjà largement expliqué cela. Mais on doit rappeler parce que le procès revient. La Cour constitutionnelle est juge du Premier ministre. Le professeur Nyabirungu et ses acolytes, de manière erronée, en déduit que puisqu'on a dit juge du Premier ministre, cela veut dire le Premier ministre en fonction. Là, c'est une erreur pour conclure qu'on ne peut pas juger un Premier ministre qui n'est plus en fonction. Là, c'est faux. Je vous le démontre. D'abord, quand vous prenez l'article 164 vers la fin, on va vous dire les infractions commises dans l'exercice de fonctions ou à l'occasion de l'exercice de ces fonctions. Pourquoi les constituants ont voulu nuancer entre une fonction commise dans l'exercice et à l'occasion. Les infractions reprochées actuellement n'ont pas été commises en dehors, dans la vie privée de M. Matata. Et d'ailleurs, les procureurs de la Cour, parce qu'ils voulaient démontrer qu'il y aurait acharnement et que ce serait politique. Il l'a dit. Oui, il n'y a que chez nous que les professeurs viennent avec des arguments d'autorité et ils prennent en témoin leurs étudiants comme si les étudiants étaient les enfants. Les étudiants ne sont pas des enfants. Un étudiant, c'est un chercheur. Il est là à l'université. Arrêtez de dire à la barre nos étudiants. Mais les étudiants ne sont pas obligés à être d'accord avec les professeurs. Et d'ailleurs, les professeurs apprennent de leurs étudiants. Et les étudiants contredisent. Un bon étudiant est celui qui arrive à contredire son professeur. C'est pour cela Aristote a dit « Je suis plus ami de la vérité que de mon maître ». La question qui se pose dans le procès, c'est de savoir d'abord, a-t-il déjà été jugé? J'ai dit, M. Matata n'a pas encore été jugé. Et donc, quand il dit qu'il a été jugé sous l'arrêt Kalouba, on dit non.
sous l'arrêt Kaloba, on a rendu un arrêt d'incompétence. Ça veut dire que la Cour constitutionnelle, sous Kaloba, s'est estimée incompétente pour connaître des infractions. Maintenant, l'arrêt rendu sous Kaloba, c'est un arrêt d'incompétence. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que cela n'entre pas dans l'interprétation de l'article 168 qui interdit que l'on ne puisse pas revenir 2 fois sur la même chose. Ne pas revenir 2 fois sur la même chose, c'est quand il s'agit du fond. Quand il s'agit d'un arrêt d'incompétence, d'ailleurs, sous d'autres sujets comme la France, le législateur a déjà indiqué que quand un juge se déclare incompétent, il doit envoyer le dossier automatiquement à celui qui l'estime compétent. Mais chez nous, la loi n'est pas encore arrivée à ce niveau. Ça voudrait dire si nous étions déjà avancés dans les lois, ce que je propose comme réforme, quand la Cour sous Kaloba s'était déclarée incompétente, elle aurait dû, si la loi l'obligeait, et nous souhaitons qu'il y ait cette loi-là, aurait dû maintenant indiquer, si vous dites que vous n'êtes pas compétent, quel est le juge que vous estimez qu'il soit compétent. Ceci a pour effet d'éviter ce que l'on appelle déni de justice. Parce qu'on ne peut pas concevoir un voleur. Cette fois-là, je ne parle pas des matas, mais je parle du voleur de la République. Je parle du détourneur. On ne peut pas concevoir quelqu'un qui commet une infraction qui ne puisse pas avoir les juges. Parce qu'il y a un vide juridique dans notre pays. Voilà maintenant que l'affaire Matat traîne à la recherche d'un juge. Et là, c'est là que les professeurs devaient éclairer leurs étudiants. En pareil cas, qu'est-ce que l'on fait? Donc, l'arrêt Kaloba, s'étant déclaré incompétent, ne peut pas être considéré comme un arrêt définitif. Quand on dit qu'on ne peut pas revenir 2 fois sur la même chose, il y a 3 conditions. C'est qu'on dit la triptyque. Il faudra que ce soit les mêmes parties, les mêmes faits et la même cause. Ce n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Où est la différence? Mais la différence, c'est que ça ne s'applique que pour une affaire de fond déjà jugée. Est-ce qu'il y a détournement? Il n'y a pas. Le juge a dit il n'y a pas de détournement. Là, on n'y revient pas. Est-ce qu'on a déjà tranché sur la question de il y a détournement ou pas? Non. On a parlé de la compétence. Compétence, c'est pour dire pour tel type d'infraction commise par un ancien Premier ministre qui est le juge compétent. Sous Kaloba, on a dit que le juge Kaloba, avec la Cour, s'était déclaré incompétent. Mais sur quoi s'est basée cette même Cour pour dire voilà. que... Maintenant, cette même Cour, ce n'est pas la même Cour. C'est comment ça? Voilà, la Cour constitutionnelle comprend des chambres. La Cour constitutionnelle a plusieurs chambres. L'affaire Matata, sous Kaloba, est jugée dans la chambre pénale. OK? Comme vous avez la chambre électorale, contentieux électoral. C'est une chambre qui traite en matière du contentieux électoral. Détournement, c'est une chambre qui traite en matière pénale. Et vous avez aussi une chambre qui traite en matière d'interprétation. Donc, les 2 chambres, ce n'est pas la même cour. Ce qui est dit par la chambre électorale n'est pas nécessairement la même chose que ce que la chambre pénale dira. Ce n'est pas la même chose que la chambre d'interprétation dira. Mais la Constitution parle simplement de la Cour constitutionnelle. Mais regardez la Constitution qui parle de la Cour, regarde là-bas, cher ami. Oui. Va vers l'article, je crois, 161. La Cour constitutionnelle connaît des recours en interprétation de la Constitution. Beaucoup de compétences. La Cour constitutionnelle est compétente pour en interprétation, en contentieux électoral. Vous pouvez lire, hein? C'est dit là. Contentieux des élections présidentielles, conflit de compétences sur les pouvoirs exécutifs. Voilà. Vous voyez que la Cour constitutionnelle a plusieurs compétences. Maintenant, il peut arriver que la Cour siégeant en matière électorale puisse affirmer une vérité ou quelque chose. Et lors, par exemple, en matière électorale, la Cour a accessoirement traité de la nationalité. Tu comprends? Et on peut se retrouver maintenant, en matière pénale, on se demande est-ce que le prévenu amené devant la Cour est-il congolais? Or, en matière électorale, on s'était déjà prononcé sur la nationalité. Et là, la Cour, en matière pénale, peut apporter son appréciation sur la question d'âge de nationalité. Ce n'est pas la même chose. C'est pour cela, comme à la Cour cassation, quand il y a plusieurs chambres qui se contredisent, on arrive en chambre plénière, toutes les chambres réunies. Ça, c'est des histoires complexes. Donc, je suis en train de dire
Oui. Que maintenant, comment on est revenu? On est revenu en ce que la Cour ne s'autosaisit pas. Comme la Cour constitutionnelle s'était déclarée incompétente, il faut quand même qu'il y ait un juge. C'est comme ça que l'affaire a été déférée devant la Cour de cassation. Et la Cour de cassation a renvoyé l'affaire devant la Cour constitutionnelle pour interprétation. Et dans cette interprétation, on a abouti à une solution heureuse qu'un ancien Premier ministre peut être jugé devant la Cour constitutionnelle. C'est ce qui fait que l'affaire revient maintenant devant la Chambre pénale et pour détermination de la compétence. Donc, même si on avait déjà dit qu'il y avait une compétence, à partir du moment que ce n'était pas une décision de fond, on pouvait toujours y revenir parce que l'article 168 n'a pas lieu à application ici. Et enfin, je vous démontre que un ancien Premier ministre peut être jugé. Prenez la même Constitution. Il y a l'obligation de déclaration de ses avoirs. La Constitution dit, pour qu'on aille vite, la Constitution dit que 30 jours après ses fonctions, le Premier ministre est tenu à déclarer ses avoirs. Et s'il ne l'a pas fait, il a fait une déclaration mensongère, il engage sa responsabilité pénale. Là, c'est clairement dit l'ancien Premier ministre. Parce qu'on dit 30 jours après ses fonctions. Quand on dit 30 jours après les fonctions, c'est ancien. Maintenant, après, vous avez les professeurs que vous me citez, ils vont vous dire, regardez la Constitution, montrez-moi un seul endroit où on a dit ancien. Non. Si on dit 30 jours après les fonctions, on n'est plus en fonction. Donc, ça, c'est la première difficulté. Nous démontrons noir sur blanc que la même Constitution permet qu'un ancien Premier ministre qui a fait une déclaration mensongère puisse être poursuivi devant la Cour constitutionnelle. Mais il y a les décrets loi sur le fonctionnement de la Cour constitutionnelle qui prévoit un autre mode de poursuite. Qui est contraire à la Constitution. Non, il n'est pas contraire à la Constitution. Comment contraire à la Constitution? Il y a plusieurs modes. Un autre mode. Oui. Qui n'est pas... Ça veut dire qu'il y a l'autre mode. On peut poursuivre sur le mode de l'article 166, tout comme on peut poursuivre sur le mode du décret loi. Et quand on n'est plus en fonction, on n'a pas besoin de réunir le Congrès. Pourquoi on va réunir le Congrès? Pour quelqu'un qui n'est plus en fonction. Et les décrets loi prévoient un autre mode de poursuite. Mais c'est quoi le juge d'un ancien Premier ministre? Pardon? Le juge d'un ancien Premier ministre. Le juge d'un ancien Premier ministre? Oui. Mais s'il a commis des infractions pendant qu'il était Premier ministre, c'est la Cour constitutionnelle. S'il commet une infraction après ses fonctions, cette infraction, vous allez à l'article 167, on a défini les circonstances. Normalement, M. Matata, si l'infraction était commise alors qu'il n'était plus Premier ministre, ou alors c'est une infraction qui n'est pas attachable, on parle des actes commis dans la mission et hors mission. Si c'est une infraction qui n'est pas commise au moment de fonction ou à l'occasion de fonction, à ce moment-là, ça devient une infraction du droit commun comme pour tout le monde, parce qu'il ne fait pas de Matata un dieu. S'il commet une infraction comme pour tout le monde, ça serait les tribunaux de paix ou les tribunaux de grande instance. Vous comprenez? Oui. Parce que c'est une infraction de droit commun. Maintenant, s'il est sénateur ou député actuellement, mais c'est la Cour de cassation. Ça dépend des circonstances. Bon, c'est le moment ici où nous sommes en guerre, où on commence à parler de la forme de l'État, ce qui a divisé le Congo depuis 60. Vous avez les unitaristes, les fédéralistes, on a trouvé des compromis et des synthèses. Et vous avez ce monsieur Kamitat que je connais personnellement et qui n'a toujours dit une chose le matin, une autre le soir, et qui vient vous dire, est-ce que c'est vraiment le moment du débat des unitaristes fédéralistes? Non. Si même Kamitat connaît ce que c'est le fédéralisme. S'il vous plaît, on ne s'attaque pas à la personne. Non. Répondez à ce mais parce que sa voix porte. Ce sont des gens qui ont volé l'argent de l'État, qui ont construit par exemple au Portugal à Faro, c'est là où il a construit, hein. Je connais l'endroit. Donc, et qu'ils viennent, il n'a fait que l'IEC de Belgique. Est-ce que vous voyez un homme belge, un Belge normal, lui-même il est belge. Vous voyez qu'un Belge normal peut venir parler du fédéralisme. Donc, ça veut dire comme lui il parle et qu'il va parler un bon français. Alors, les gens vont croire qu'Amita a dit. Mais est-ce qu'Amita a compétence pour parler du fédéralisme? Est-ce qu'il en connaît quelque chose? Quelqu'un qui a fait les études commerciales. Ça, quand même, il faut avoir des limites quand on est scientifique. Qui est censé réfléchir? Les politologues, les juristes. Et pas les autres, pas les journalistes, non, pas les... Non, on n'est pas permis à réfléchir. On va vous définir. Est-ce que parler... Bon, lui, il était contre le changement de la Constitution. S'il faut qu'on entre en fédéralisme, on doit changer la Constitution. Parce que le changement de la forme de l'État entraîne nécessairement le changement de la Constitution. Alors, lui a dit qu'il était contre le changement de la Constitution. Vous voyez l'inconstance des gens. 2, il a dit que Kabila était un tricheur. Il a occasionné 2 pénalités. Lui et son patron, Katumbi. Aujourd'hui,
il dit, il tweet, il devient porte-parole de Kabila. Alors, vous nous parlez de fédéralisme pour dire quoi? Pour dire qu'il faut qu'il y ait l'autonomie de l'Est. Alors, vous voyez pourquoi je dis que ça sont des diablotins?